Quelque chose vit dans ce lac. Et il sait que tu sais. Les eaux du Loch Ness sont noires, pas sombres, noires, comme de l'encre, comme quelque chose qui refuse d'être vu. Des scientifiques ont plongé là-dedans avec les meilleures technologies du monde, et ils en sont ressortis avec plus de questions qu'à leur arrivée. Ce n'est pas une légende de village. Ce n'est pas un conte pour enfants. Ce que tu vas entendre ce soir, c'est une accumulation de témoignages, de preuves et de silences officiels qui durent depuis 14 siècles. Alors, laisse-moi te poser une question. Si le monstre du Loch Ness n'existe pas, pourquoi est-ce que personne ne peut prouver qu'il n'existe pas? Imagine l'Écosse au cœur de l'hiver. Pas l'Écosse des cartes postales, avec ses châteaux illuminés et ses touristes en imperméable. L'Écosse vraie, celle du froid qui mord, celle des brumes qui ne se lèvent jamais vraiment, celle des lochs, ces lacs tectoniques creusés dans la roche, à une époque où la planète tremblait encore de ses propres colères. Le Loch Ness est l'un d'eux. Et parmi tous les lochs d'Écosse, il est différent, pas visuellement, pas spectaculairement, juste autrement. Il s'étend sur 37 km de long, pour une largeur qui ne dépasse pas 2 km. C'est étroit, presque claustrophobe pour un lac. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa profondeur. 230 mètres par endroit. Pour te donner une idée, la tour Eiffel mesure 330 mètres. Tu pourrais engloutir presque tout un gratte-ciel dans certaines parties de ce lac et ne jamais le retrouver. La lumière du soleil ne descend pas en dessous de 30 mètres dans ces eaux chargées de tourbes. En dessous, c'est une obscurité totale, absolue, permanente. Une obscurité qui existe depuis des millénaires, sans interruption. L'eau ne gèle jamais. Même en plein janvier, même quand les berges sont givrées et que le vent hurle entre les collines dénudées des Highlands, le Loch Ness reste liquide. La température de ses profondeurs reste stable, entre 5 et 6 degrés Celsius, toute l'année. Les scientifiques expliquent ça par le volume d'eau et les courants internes. C'est rationnel, c'est logique. Mais pour les gens qui vivent autour de ce lac depuis des générations, ça a toujours signifié autre chose. Il y a quelque chose dans ce lac qui maintient sa propre chaleur. Quelque chose qui vit. Le village d'Inverness se dresse à l'extrémité nord du lac. C'est une ville ordinaire, honnête, avec ses pubs qui sentent la bière et le bois humide, ses vieilles maisons de pierre grise, ses habitants qui se lèvent tôt pour travailler et se couchent tôt parce que l'hiver ici, le soleil se couche à 3 heures de l'après-midi. Ce sont des gens pragmatiques, des agriculteurs, des pêcheurs, des commerçants. Pas des mystiques, pas des rêveurs. Alors, quand ces gens-là te disent qu'ils ont vu quelque chose dans le lac, tu y réfléchis à 2 fois avant de les traiter de menteurs. Les rives sont bordées de forêts de conifères sombres qui descendent presque jusqu'à l'eau. L'été, une légère brume monte du lac le matin, et dans cette lumière dorée et floue, les reflets créent des formes. Des silhouettes, des illusions, disent les sceptiques. Peut-être, peut-être pas, parce que les témoins ne parlent pas de formes floues dans la brume. Ils parlent de quelque chose de précis, de massif, de vivant, qui se déplace dans l'eau avec une assurance tranquille, comme si ce lac lui appartenait depuis toujours. Et peut-être que c'est précisément le cas. Si ce genre d'histoire te fascine, abonne-toi et laisse un like, ça m'aide vraiment. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé. Parce que cette histoire ne commence pas en 1934 avec une photographie floue. Elle ne commence pas avec les journaux anglais qui ont mis le monde en émoi. Elle commence beaucoup, beaucoup plus tôt. Elle commence il y a 14 siècles, dans un monde où les hommes n'avaient pas encore décidé que tout devait s'expliquer pour exister. Nous sommes en l'an 565 après Jésus-Christ. L'Écosse s'appelle encore la Calédonia pour les uns, Alba pour les autres. Le christianisme commence à s'y installer, porté par des moines irlandais qui traversent la mer avec leur foi comme unique bagage. L'un d'eux s'appelle Columba de Iona. C'est un homme de Dieu, lettré, respecté, considéré comme saint de son vivant.
Ce n'est pas un paysan illettré qui croit aux démons dans chaque rivière. C'est un intellectuel de son époque. Selon la biographie rédigée par le moine Adomnan environ 100 ans après les faits, basée sur des témoignages de première main, Colomba voyage dans la région du Loch Ness. Là, il apprend qu'un habitant local vient d'être tué dans le lac par une bête aquatique d'une taille extraordinaire. Ses compagnons vont récupérer le corps à la nage, et c'est à ce moment-là que la créature réapparaît, fonçant vers l'un des nageurs. Colomba lève la main et ordonne à la créature de reculer. Elle s'arrête. Elle disparaît sous l'eau. On peut interpréter ce récit de 1000 manières. Miracle divin, embellissement hagiographique, mythe greffé sur une biographie. Mais voilà ce qui est difficile à ignorer. Adomnan décrit la créature avec une précision troublante. Il utilise le terme latin aquatilis bestia, bête aquatique. Il mentionne une grande gueule, un corps massif, une capacité à surgir de l'eau à une vitesse terrifiante. Ce n'est pas une description vague d'un monstre de légende, c'est la description d'un animal. Pendant les siècles qui suivent, les témoignages s'accumulent. Pas de façon spectaculaire, pas de façon organisée. Juste des hommes et des femmes qui reviennent du lac et qui racontent ce qu'ils ont vu à voix basse, parce que personne ne les croira de toute façon. Des pêcheurs qui parlent de vagues là où il n'y a pas de vent. Des enfants qui refusent de s'approcher de l'eau sans que leurs parents comprennent pourquoi. Des chevaux qui refusent catégoriquement de boire dans le lac à certains endroits, certains jours, comme s'ils sentaient quelque chose que leurs maîtres ne peuvent pas percevoir. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que ces murmures deviennent un cri. Et tout bascule en mai 1933, quand John Mackay et sa femme Aldi roulent sur la nouvelle route construite le long de la rive nord du lac. Ils rentrent chez eux après un déjeuner en ville. La journée est belle, le lac scintille. Et puis, au milieu du lac, l'eau se soulève. Pas une vague normale, pas le sillage d'un bateau. Quelque chose d'énorme remue sous la surface. Aldi Mackay décrira la scène comme un dragon ou un animal préhistorique. Elle ne cherche pas à être sensationnelle. Elle cherche simplement à décrire ce qu'elle a vu. Leur témoignage est publié dans le journal local, l'Inverness Courier. Et c'est à ce moment-là que le monde entier commence à regarder vers ce lac noir d'Écosse. Parce que dans les mois qui suivent, les témoignages s'accumulent à une vitesse stupéfiante. Des automobilistes, des randonneurs, des pêcheurs, des employés du loch. Des gens qui n'ont aucune raison de mentir. Des gens qui parfois pleurent en racontant ce qu'ils ont vu, parce que ça les a marqués à vie. Hugh Gray, en novembre 1933, prend la première photographie connue. L'image est floue, sombre, mais on distingue clairement quelque chose dans l'eau. Quelque chose de grand. Quelque chose avec une forme. Les journaux londoniens s'emparent de l'histoire. En quelques semaines, le Loch Ness devient la destination la plus scrutée d'Europe. Des centaines de personnes s'installent sur les berges avec des jumelles et des appareils photo. Certains passent des nuits entières à attendre. Et certains voient quelque chose. En avril 1934, le Daily Mail publie une photographie qui va changer l'histoire du Loch Ness pour toujours. Elle est attribuée au docteur Robert Kenneth Wilson, un gynécologue londonien respecté, qui dit l'avoir prise par accident en s'arrêtant au bord du lac tôt le matin. L'image montre une longue tête sombre au bout d'un long cou, émergeant de l'eau. La photo est immédiatement surnommée la photo du chirurgien, et pendant 60 ans, elle sera considérée comme la preuve la plus convaincante de l'existence du monstre du Loch Ness. 60 ans. Pensez-y. Pendant 60 ans, cette photographie a fait le tour du monde. Elle a été reproduite dans des milliers de livres, de magazines, d'encyclopédies. Des millions d'enfants ont grandi en la regardant. Elle a construit dans l'imaginaire collectif une image précise de ce qu'est Nessie, ce long cou gracieux, cette petite tête, cette silhouette de plésiosaure. Mais en 1994, tout s'effondre.
un homme du nom de Christian Sperling, mourant à l'âge de 90 ans, décide de parler. Et ce qu'il dit va ébranler toute la mythologie du monstre. Il révèle que la photographie est un faux. Un canular élaboré, organisé par un certain Marmaduke Wetherell, chasseur de gros gibier, qui avait été engagé par le Daily Mail en 1933 pour traquer le monstre. Wetherell avait été humilié quand on avait prouvé que les traces qu'il avait trouvées sur les berges étaient des faux, créés avec une patte d'hippopotame empaillée. Pour se venger, il avait monté le canular de la photo. Un petit sous-marin jouait, une tête sculptée fixée dessus, et voilà. Le docteur Wilson, loin d'être un témoin innocent, était dans la combine. L'affaire Sperling semble régler la question une fois pour toutes. Le monstre du Loch Ness n'est qu'un canular. Un mensonge de 60 ans. Les sceptiques triomphent. Sauf que la photo de 1934 n'a jamais été la seule preuve. Elle n'a jamais été la seule chose sur laquelle les croyants s'appuyaient. En choisissant de tout réduire à ce canular, les sceptiques ont fait quelque chose d'intellectuellement malhonnête. Ils ont utilisé la fraude d'un homme pour balayer des siècles de témoignages d'autres personnes. Le docteur Wilson mentait. Mais Aldie Mackay mentait-elle? Le moine Adomnan inventait-il? Les dizaines de pêcheurs, de promeneurs, de scientifiques qui ont décrit avoir vu quelque chose dans ce lac, tous des menteurs, tous des fous. En 1987, une opération appelée Opération Deep Scan envoie 24 bateaux équipés de sonars parcourir le lac de façon systématique. Le résultat, 3 contacts solides avec un objet de grande taille se déplaçant à mi-profondeur. Les ingénieurs sonars qui ont travaillé pour la Royal Navy déclarent que ces contacts correspondent à un objet vivant plus grand que n'importe quel poisson connu dans le lac. Leur conclusion, il y a quelque chose là-dedans. Ce n'est pas un journaliste qui dit ça. Ce n'est pas un chasseur de monstres enthousiaste. Ce sont des professionnels de la détection acoustique qui ont passé leur vie à analyser ce que leurs instruments leur disent. En 2003, une équipe de la BBC lance une recherche exhaustive avec des sonars à balayage latéral, des mini-sous-marins et une couverture de satellites. Ils ne trouvent pas le monstre. Ils ne trouvent pas non plus de preuves que le monstre n'existe pas. Dans leur rapport, ils notent que le lac contient des zones d'une complexité acoustique telles que leurs instruments ne peuvent pas les analyser correctement. En clair, il y a des endroits dans ce lac que la technologie ne peut pas voir. Des recoins, des cavernes sous-marines peut-être, des profondeurs que les sonars ne pénètrent pas. Nous sommes en août 2023. Le Loch Ness est plus célèbre que jamais. Et cette année-là, une coalition internationale de scientifiques décide de tenter quelque chose d'entièrement nouveau. L'opération est coordonnée par Neil Gemmell, généticien de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande, qui avait déjà conduit une première analyse en 2018 avec une technique révolutionnaire, l'ADN environnemental. Le principe est simple à comprendre mais révolutionnaire dans ses implications. Chaque être vivant laisse des traces d'ADN dans son environnement, dans l'eau, dans le sol, dans l'air. En prélevant des échantillons d'eau et en les analysant génétiquement, on peut dresser un portrait complet de toutes les espèces qui vivent dans cet environnement. Même des espèces qu'on ne voit jamais. Même des espèces qui vivent dans les profondeurs. En 2018, l'analyse de Gemmell avait déjà produit un résultat surprenant. Une quantité anormalement élevée d'ADN d'anguilles dans le lac. Pas d'ADN de plésiosaures, pas de reptiles géants, mais plus d'ADN d'anguilles que dans n'importe quel autre lac d'Écosse. La théorie avancée, le monstre du Loch Ness pourrait être une anguille géante. Les anguilles européennes peuvent atteindre des tailles respectables, mais elles ne dépassent pas normalement 2 mètres. Est-ce qu'une anguille isolée dans les profondeurs pouvait croître indéfiniment, sur des décennies, sur des siècles peut-être? En 2023, l'opération est beaucoup plus large. Des centaines de bénévoles rejoignent les scientifiques sur les berges. Des drones survolent le lac.
des hydrophones sont immergés pour capter les sons sous-marins. Et les prélèvements d'ADN environnemental sont effectués à des profondeurs et des endroits jamais testés auparavant. Les résultats sont rendus publics en septembre 2023. Et c'est là que les choses deviennent réellement troublantes. Parmi les milliers de séquences génétiques identifiées dans les échantillons d'eau, les scientifiques trouvent ce qu'on attendait. Des poissons connus, des bactéries, des micro-organismes, des anguilles en grande quantité. Mais ils trouvent aussi autre chose, des séquences d'ADN de reptiles qui ne correspondent à aucune espèce répertoriée dans les bases de données génétiques mondiales. Pas d'iguane, pas de lézard commun, pas de tortue, pas de serpent. Quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a pas de nom dans les catalogues scientifiques. Les chercheurs sont prudents. Ils parlent de contamination possible, de séquences dégradées difficiles à identifier, de résultats non concluants nécessitant des études complémentaires. Officiellement, l'opération de 2023 ne prouve rien. Mais, entre les murs des laboratoires, dans les échanges d'emails que personne ne rend publics, les conversations sont différentes. Parce que la quantité d'ADN reptilien inconnu trouvée dans le Loch Ness est trop importante pour être simplement de la contamination. Elle est cohérente dans les prélèvements effectués à différents endroits et différentes profondeurs. Elle ne correspond à aucune espèce introduite dans le lac par les humains au cours des derniers siècles. Et elle est, pour reprendre les termes d'un des chercheurs dans une interview accordée à un média écossais en novembre 2023, inexplicable avec les données dont nous disposons actuellement. Inexplicable. Ce mot, dans la bouche d'un scientifique, vaut plus que 10 heures de témoignages de témoins oculaires. L'opération de 2023 a aussi rassemblé pour la première fois de façon systématique les témoignages d'observations collectées sur les 50 dernières années. Et ce qui en ressort est troublant. Les observations ne se répartissent pas de façon aléatoire sur le lac. Elles se concentrent dans 2 zones précises. L'une près de la rive sud, à environ 1/3 de la longueur du lac depuis le nord, et l'autre dans la section la plus profonde, au centre. Ce sont des zones d'observation récurrentes, ce qui suggère que si quelque chose vit dans ce lac, il a des habitudes, des territoires, des zones de prédilection, comme un animal normal, comme un animal qui existe vraiment. Alors voilà où on en est ce soir. 14 siècles de témoignages, des analyses génétiques qui ne peuvent pas être entièrement expliquées, des sonaristes de la Royal Navy qui parlent de contacts impossibles, un lac dont les profondeurs ne sont pas entièrement cartographiées et dont certaines zones résistent à toutes les technologies d'exploration. Une photographie frauduleuse qui a été utilisée pour disqualifier des dizaines d'années de témoignages honnêtes, et des résultats scientifiques officiellement non concluants qui, dans le langage des chercheurs, signifient souvent « nous ne savons pas quoi en faire ». Ça dit que nous avons une capacité remarquable à ignorer ce qui ne rentre pas dans nos catégories. Ça dit que parfois, le mensonge d'un seul homme peut effacer la vérité de milliers d'autres. Ça dit que non conclu n'est pas la même chose que faux, et que nous avons tendance à confondre les deux quand le sujet nous met mal à l'aise. Voici les questions qui resteront avec toi cette nuit. Si l'ADN reptilien inconnu trouvé en 2023 dans le Loch Ness n'appartient à aucune espèce répertoriée sur Terre, à qui appartient-il? Pourquoi les observations se concentrent-elles toujours aux mêmes endroits, comme si quelque chose connaissait ce lac mieux que n'importe quel être humain? Et souviens-toi du moine Colomba, il y a 14 siècles, levant la main vers une créature dans le noir de ce lac. Si l'animal s'est arrêté ce jour-là, c'est peut-être parce qu'il a décidé lui-même de s'arrêter. Dans le Loch Ness, l'obscurité commence à 30 mètres. Personne ne sait ce qui se passe en dessous.